Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, nous avons la grande chance et l'honneur aussi d'avoir sur le plateau avec nous le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va très vite, si vous en êtes d'accord, rentrer dans le vif du sujet. Hier, vous avez annoncé, quand vous êtes sorti du comité de suivi de la ressource en eau, que les retenues collinaires seraient vidangées à la fin du mois d'octobre. Comment on va faire après ? D'abord, merci de m'inviter et de me permettre d'expliquer plus encore aux Mahoraises et aux Mahorais la situation qu'ils connaissent, qui est une situation très difficile. Et je veux dire que c'est une leçon qu'on reçoit lorsqu'on vient de l'Hexagone, de voir des hommes et des femmes qui sont privés d'eau 2 jours sur 3. Mais je veux vous dire que le gouvernement est complètement mobilisé, et ici, l'État, autour du préfet, est totalement mobilisé. On fait 3 choses. D'abord, les publics qui sont les plus en difficulté, les plus fragiles. Ce sont 58 000 personnes qui bénéficient d'eau tous les jours. C'est 80 000 litres par jour. Et je tiens à dire d'ores et déjà que nous avons acheté suffisamment de bouteilles, stocké suffisamment de bouteilles et bouteilles qui arriveront pour que, au moins jusqu'à Noël, et plus s'il le faut, au mois de mars s'il le faut, on leur continuera de leur apporter de l'eau. La deuxième chose, on a sécurisé de l'apport en eau aux établissements publics. Je pense aux hôpitaux, je pense aux écoles, je pense à des mairies, de manière à ce qu'on puisse assurer le service public. La troisième chose, pour les écoles, une attention très particulière. On a donné des bonbonnes d'eau là où elles n'avaient pas d'eau qui arrivait par ces fameux chemins d'eau. On a installé également des rampes. On est en train de monter en puissance. Il y a déjà 126 rampes à l'heure où je vous parle, 184 dans les communes, des lieux choisis par les maires, des rampes qui fonctionnent toute la journée, qui sont fermées la nuit, d'ailleurs grâce au soutien des forces de sécurité, mais également de la police municipale. Ensuite, on est en train de faire des travaux parce qu'il y a beaucoup de fuites d'eau. Oui, vous avez dit hier 15 500 mètres cubes de fuite, ce qui représente à peu près la moitié de la consommation quotidienne. Pratiquement, oui, c'est près de 40%. Ça veut dire on jette, on abandonne 15 500 mètres cubes par jour. Ça, c'est pas énorme. Acceptable. C'est énorme. Et toute cette eau-là, c'est l'eau qui ne coule pas au robinet. C'est la raison pour laquelle nous avons accéléré, quand je dis accéléré, c'est très accéléré, les recherches de fuite pour que ça se fasse en continu, changement de tuyaux, bref, pour qu'il n'y ait plus de fuite. Et on ne fait pas que cela. On fait d'autres choses encore. On a des forages dont on aura des résultats qui arriveront dès la fin du mois d'octobre. Ce sera 450 mètres cubes pour être précis. Et puis, une campagne de forage nouvelle a été démarrée début septembre, lorsque j'étais venu le 2 septembre. Là, c'est 10 forages à la suite qui vont être réalisés. Le premier donne d'ailleurs des premiers résultats très encourageants, ce que vous avez très dit intéressants. Hier, oui. J'étais allé le voir. Et dès que vous avez un forage, il faut s'attendre à 4 à 500 mètres cubes. Donc, vous voyez que toutes ces mesures, et si j'ajoute l'usine de dessalement de Petite Terre qui va avoir sa production augmentée de 1500 mètres cubes, ça veut dire qu'au début d'année prochaine, ça va commencer à aller mieux. On a un mois d'octobre devant nous qui va être très difficile. Je ne veux pas mentir aux habitants. Et donc, nous, on réfléchit à 2 choses. Un, élargir le nombre de personnes à qui on pourra apporter des bouteilles d'eau. Je ne suis pas encore en capacité aujourd'hui de vous dire, au-delà des 50 000 personnes, combien pourront en bénéficier. On travaille sur le modèle le plus large possible. Vous imaginez la logistique, la distribution. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les mairies qui font un boulot formidable. Pas que les mairies, les jeunes militaires du RSMA, la Légion, la sécurité civile, les pompiers qui se sont arrivés de Paris avec moi l'autre jour. Donc vous voyez que tout ça, on est en train de le faire pour faire en sorte que ce moment le plus difficile, ils puissent le vivre le moins mal possible. Est-ce que après le mois d'octobre, les autres personnes, les abonnés de la SMAE par exemple, est-ce qu'ils auront toujours un peu d'eau au robinet ? Écoutez, ce qu'on appelle les fameux tours d'eau. Les tours d'eau, c'est qu'on coupe l'eau 2 jours sur 3. On a été obligé de faire ça. Si on n'avait pas fait ça, il n'y aurait plus d'eau du tout. Donc ça a été un choix. Ce choix, il est dur, mais c'était le seul choix possible. Donc, tant qu'on a encore un peu d'eau dans les réserves collinaires, si nos travaux sur les fuites, si nos travaux on envoie de l'eau de basse terre sur petite terre, enfin, je ne vais pas rentrer dans des choses trop compliquées, on exploite toutes nos ressources, qu'on appelle de l'interconnexion. Bref, on met des tuyaux pour faire circuler l'eau de façon la plus efficace. La somme de toutes ces petites choses va permettre de sécuriser en fin d'année un apport d'eau. Et puis, il y a les pluies qui vont arriver. Mais ça, vous voyez, c'est du court terme et du moyen terme. Moi, je veux arriver à un résultat. Ce résultat, il passera par une chose simple, indispensable, mais coûteuse. C'est quoi? C'est construire des unités de dessalement. Une à Ironie-Baie, elle devrait être opérationnelle fin décembre 2024, et une deuxième qui sera opérationnelle en 2026. Pour la première, c'est 10 000 mètres cubes par jour. La seconde, ça sera 10 000 mètres cubes par jour. Et je voudrais vous dire un mot. Tous les travaux dont je parle, l'achat d'eau, tout ce que je viens de vous parler, c'est l'État qui finance à 100%. Donc, vous voyez que
Les Mahoraises et les Mahorais ne sont pas oubliés, c'est un plan d'urgence. Et lorsqu'il y a urgence, c'est à l'État d'être solidaire. Et je crois qu'il l'est. Alors pourquoi l'état de catastrophe naturelle n'a pas été déclenché à Mayotte alors qu'en métropole, pour des raisons équivalentes et bien moins graves, il l'a été? Mais ça n'apporterait quoi de plus? Nous sommes en état d'urgence absolue. Le préfet, on lui a donné tous les pouvoirs pour qu'il puisse organiser l'ensemble des moyens de l'État. Vous voyez, je suis là pour la 2e fois en 3 semaines. C'est vrai. Gérard Darmanin a pris la décision d'envoyer la sécurité civile. Il vous fait révéler quelque chose ce matin. Demain, vendredi à Matignon, il y aura une réunion très importante. Il y a déjà eu 5 comités de crise sur l'eau autour du directeur du cabinet de la Première ministre. Il y a encore une réunion demain. Et je serai à Paris pour qu'on prenne les décisions. Je vous assure, vous avez probablement vu que mardi, j'ai été interrogé par la députée de Mayotte à l'Assemblée nationale. Je crois avoir répondu sans détour. Je me battrai tous les jours, le matin, le soir, la nuit, pour faire en sorte que la voix des Mahorais et des Mahorais soit entendue. Elle est en train de l'être. Tout ce que je vous ai expliqué, tout ce qui a été déclenché. Et j'ai oublié qu'en somme d'argent, parce qu'ils doivent savoir cela, les habitants de Mayotte, c'est 35 millions d'euros de travaux d'ici la fin décembre. Mais surtout, un plan inédit de 350 millions dans les 4 ans qui viennent. C'est-à-dire que vraiment, les choses sont prises à bras-le-corps. Alors, autre question d'importance, les factures de la SMAE. Beaucoup des habitants ici trouvent que payer les factures alors qu'il n'y a pas d'eau, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il en est? Je les comprends. Vous savez, quand vous prenez un TGV, lorsque vous êtes dans l'Hexagone et que le TGV n'arrive pas à l'heure d'une heure, vous faites rembourser une partie du billet. Moi, je peux comprendre leur indignation. En plus, à Mayotte, les gens ne sont pas riches. Donc là encore, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions, pour faire en sorte que la facture soit moins élevée. En tout cas, je ne vais pas vous annoncer des nouvelles que je ne pourrai pas confirmer. Ça ne fonctionnerait jamais comme ça. Mais vous travaillez en tout cas sur le sujet. Nous travaillons là-dessus. Vous avez compris qu'il y a 2 éléments importants. En repartant, les Mahorais et les Mahorais savent qu'il y a 2 sujets sur lesquels nous allons travailler après mon départ. Mais nous le ferons à Paris. Et le préfet ensuite fera tout pour mettre en place ces nouvelles mesures dès qu'elles seront décidées. La première, vous l'avez compris, c'est l'élargissement de la distribution. À plus de et la personnes. Seconde, à plus de personnes. Et la seconde, c'est comment on soulage la facture des Mahoraises et des Mahorais. Mais comme ce sont des enjeux considérables, tant en termes d'organisation que de financement, ça nécessite que la décision soit prise au plus haut niveau. Alors, autre question du même ordre. Aujourd'hui, les salariés, les familles disent que acheter l'eau en bouteille représente un nouveau budget d'environ 300 à 400 euros par mois, en fonction évidemment de la taille de la famille. Est-ce qu'il est prévu dans les réflexions et dans les arbitrages en cours un chèque eau qui permettrait d'accompagner les personnes à traverser cette crise? Ça peut être une solution, mais est-ce que la meilleure solution, c'est le chèque eau ou alors c'est de faire en sorte que la facture leur coûte moins cher? Tout ça, on va le regarder, on va le quantifier. Vous savez, un chèque, ça tombe une fois. Si la facture, on ne la paye pas pendant plusieurs semaines ou si on la paye partiellement pendant plusieurs semaines, ça peut représenter aussi plus d'argent. On va regarder ce qui est le plus efficace. En tout cas, le message, il est reçu 5 sur 5 et je le porterai 5 sur 5. Hier, vous êtes allé au CHM, vous avez pu discuter, enfin, vous deviez rester une demi-heure, vous êtes resté 1h30. Quand les organisations syndicales sont sorties, elles étaient souriantes en disant « on a été entendus ». Vous êtes sortis, vous avez dit effectivement, ils ont exprimé beaucoup de souffrance au travail. Vous en avez retenu quoi de cette réunion et vous allez faire quoi derrière? J'en ai retenu, comme vous l'avez très bien dit, une grande souffrance. D'abord, j'ai pris le temps d'écouter. Vous savez, je suis professionnel de santé. Biologiste. Absolument. Un professionnel de santé, sa première qualité, c'est d'écouter. S'il n'est pas capable d'écouter, il faut qu'il change de métier. Donc, je les ai écoutés. J'ai vu cette souffrance. J'ai vu aussi cette volonté qu'ils avaient de soigner les hommes et les femmes qui en ont tant besoin. J'ai compris le problème auquel ils sont confrontés, c'est ce droit de retrait qu'ils ont fait valoir suite à un bus qui a été caillassé. Je leur ai dit, passez l'indignation, je vous en prie, remettez-vous au travail. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en souffrance. J'ai d'ailleurs vu les médecins, j'ai vu les sages-femmes, parce qu'il faut aussi qu'on s'occupe de tout le monde. Mais vous dire qu'à cet hôpital, là encore, on ne reste pas les bras croisés. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, je sais que c'est la plus grande maternité d'Europe, je sais tout ça. Mais il y a des décisions importantes qui ont été prises. 120 millions d'euros pour agrandir le centre hospitalier. Et le président de la République a annoncé lui-même la construction d'un nouveau centre hospitalier. Mais je leur ai dit aussi, c'est maintenant qu'il faut vous mettre au travail. Quels seront les besoins de formation? Quels seront les besoins d'encadrement? Quels sont les besoins, naturellement, en termes de personnel médical? Ils m'ont tous donné une petite lettre, non pas de revendication, mais pour me faire valoir un peu ce qu'ils souhaitaient.
Je me suis engagé à transmettre ces courriers-là à mes collègues ministres de la Santé et en charge de l'organisation des soins, c'est-à-dire Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Lebaudot. Je le ferai. Et je mettrai ma petite patte personnelle parce que j'ai entendu ce message. Mais on ne peut pas tout faire en 2 minutes. Je m'excuse, c'est très compliqué l'organisation de la santé. Vous savez que les difficultés, on les vit dans l'Hexagone, on les vit aussi dans les territoires ultramarins. On a des problèmes d'attractivité des métiers. On va dire les choses claires. Celui qui est fonctionnaire est moins bien payé que celui qui fait de l'intérim. Voilà. On a essayé de corriger ça par la loi à Paris. On l'a en partie corrigé. Peut-être pas encore assez. Certains préférant même démissionner de la poste de titulaire pour aller prendre un boulot d'intérimaire. C'est vrai. Mais c'est très difficile. Donc après, lorsque les équipes ne sont pas stables, il manque de fidélisation. Et donc, il faut sortir de ce modèle-là. C'est compliqué, mais l'argent est sur la table. On fera en sorte de les aider à programmer la réalisation de ce nouvel hôpital. Mais je leur demande une chose. Passer la colère, moi qui ai été syndicaliste quand j'étais jeune. Oui, j'étais syndicaliste. J'ai animé les grandes grèves de 83, vous voyez. À un moment, il faut savoir reprendre le travail. Parce que ce qui est le plus important, c'est le serment d'Hippocrate, et c'est les hommes et les femmes pour lesquels un jour vous avez dit « je ferai tout pour les sauver ». Il y a des hommes et des femmes qui viennent tous les jours à l'hôpital de Mayotte, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Je suis persuadé que les syndicalistes sont des hommes et des femmes responsables, ils m'ont montré cette image-là hier, se remettront au travail. Et en tout cas, le préfet, je lui ai demandé, mais il l'a fait bien avant que j'arrive, a mis beaucoup de moyens, a déployé beaucoup de moyens pour mieux les protéger, mieux les sécuriser. Car ceux qui leur tapent dessus, ceux qui les caillassent, ceux qui les insultent, c'est inacceptable. Alors hier, à la sortie de votre rendez-vous avec le président Ben Issa, vous avez parlé d'une des mesures du SIOM, qui est la renégociation des contrats de convergence et de transformation. Vous avez annoncé que notre nouveau contrat, serait doté de 834 millions d'euros, en augmentation de 250 millions. Sauf que, sauf erreur de ma part, le précédent contrat était doté d'1,6 milliard. Alors quand je fais des soustractions, je me dis, il y a un petit souci quand même. Alors on va faire de la pédagogie. Allez-y. La précédente période, c'est 250 millions de moins de la participation de l'État. Donc nous, l'État, sur 2024-2027, nous mettons 250 millions de plus que nous avions mis sur la période 2020-2023. Mais dans un contrat, le fameux milliard 6 dont vous parlez, il y a 2 signataires. Il y a le département et l'État. La somme des deux, eh bien écoutez, je pense que le président du département ne voudra pas faire en sorte d'être moins déterminé et moins engagé que l'État. Donc j'imagine qu'il va augmenter sa participation également de 250 millions, mais pas pour se faire plaisir. Ça ferait 500 millions de plus pour Mayotte. Ce qui voudrait dire que ce ne serait plus un contrat d'1,6 milliard, mais un contrat d'1,8 milliard peut-être. À peu près, mais écoutez, ça peut être même plus s'il veut plus participer. Moi, il y a très longtemps que je participe à des discussions dans l'Hexagone sur les contrats entre l'État et les régions. Donc les 834 millions, c'est la part de l'État, en gros. Je vais vous donner, en tout cas, la part de l'État, elle est là. On a augmenté sensiblement. D'ailleurs, vous savez, dans un budget, vous voyez, hier soir, il y avait un vote à l'Assemblée nationale. C'était un moment très fort parce que c'était la présentation du budget. Vous voyez que pour les territoires ultramarins, parmi les territoires ultramarins, celui qui est le plus aidé, c'est Mayotte. Parce que Mayotte le nécessite. Ce n'est pas uniquement pour faire plaisir aux Mahoraises ou aux Mahorais, c'est parce qu'il y a lieu de mettre beaucoup plus d'argent pour faire du rattrapage. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est les routes. On m'a dit il y a des difficultés sur les routes. Vous voyez, on va passer de 32 millions à 70 millions, l'argent qui est donné par l'État. Donc 2 fois plus que précédemment. On m'a dit, et c'est vrai, il y a beaucoup d'enfants à Mayotte, chacun le sait, et donc il y a des efforts considérables à faire en milieu scolaire. Ça sera 180 millions d'euros de plus pour l'école. Vous vous rendez compte ? C'est beaucoup d'argent. Il faut former. Mais parce que les jeunes, il faut les former. On ne va pas laisser des jeunes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas compter. Au moment où le ministre Gabriel Attal, mon collègue, a dit qu'il fallait maîtriser les savoirs fondamentaux, moi je veux qu'à Mayotte, on ne soit pas les derniers de la classe. Donc on va faire des efforts particuliers. Et d'ailleurs, je compte sur le recteur pour faire en sorte que les décisions du ministre soient bien appliquées ici. Autre question, quand vous étiez avec le président Ben Issa, vous étiez essentiellement là-bas pour récupérer finalement les propositions de Mayotte, donc 120 propositions réparties dans 6 chapitres. Comment va se passer la préparation de cette loi jusqu'à sa présentation au Parlement ? Vous avez beaucoup de chance, c'est la première fois qu'on parle de la loi Mayotte. Elle fait partie de ce qu'on appelle le SIOM, le fameux Conseil interministériel des Outre-mer. La mesure 50. Vous savez tout ça par cœur, c'est formidable. Donc ce fameux SIOM qui a été signé le 18 juillet avec 72 mesures, dont la 50 concerne Mayotte, avec la fameuse loi Mayotte. Et normalement, on devait se retrouver en juillet 2024 pour faire un premier point d'étape. J'attends pas, au contraire, j'accélère, puisque le 23 et 24 novembre à Paris, il y aura
un temps pour les ultramarins. Ce sera les journées ultramarines, où il y aura 2 heures, 2 heures et demie, où on parlera que des Mayotte. Et puis, il y aura une loi Mayotte qui est prévue, donc cette fameuse mesure 50, qui devrait intervenir en début 2024, dans l'année 2024. Elle ne sera pas écrite à Paris, dans mon bureau, sur un coin de table. Non, elle va être co-construite avec les forces vives, les grands élus, les parlementaires, les présidents de collectivités, mais également les forces économiques, parce que ce n'est pas les élus qui créent de la valeur tous les jours. Les élus sont là pour donner des leviers, pour que les entreprises puissent se développer, créer des emplois et générer de la valeur. Donc on va travailler ensemble. Donc le président m'a remis un certain nombre de propositions. Certaines font partie de ce qu'on appelle du réglementaire, donc on peut voir ça au niveau local, avec le préfet, avec l'ensemble des autorités de l'État. D'autres passent par ce qu'on appelle la loi, c'est du législatif, donc ce qui pourra passer par le Parlement, donc par exemple dans la loi Mayotte, et d'autres encore, parce qu'il nous a donné un texte très large, mais c'est très bien qu'il y ait eu une première réflexion qui a été conduite par le président et puis tous ses collègues conseillers départementaux. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche, et on regardera comment certaines peuvent être utilisées, mais nous sommes dans une démarche de co-construction. Ça ne peut pas être que sa copie, que sa copie de l'État. On va travailler ensemble et on part d'une page blanche, mais lui, il a apporté une contribution. Nous avons également, nous, des propositions à faire. Alors, il y a un combat ancien à Mayotte qui est celui de la départementalisation, avec un ancrage qui est très important pour la population de Mayotte dans l'article 73 de la Constitution. Et forcément, à chaque fois qu'on parle de cette question de loi Mayotte, et puis également de la réforme qu'envisage de faire le président de la République de cet article 73 et de cet article 74, comment est-ce que Mayotte pourrait ou ne pourrait pas évoluer, ou autrement formulé, est-ce que vous nous garantissez qu'on restera dans cet article 73 de la Constitution? Moi, je suis là pour vous trouver des solutions pour que ça aille mieux, qu'il y ait plus d'activités de pêche, plus d'activités économiques, que les gamins soient mieux formés, qu'il y ait plus de formation supérieure, parce qu'on m'a dit qu'on en manque terriblement. Je crois que 2000 étudiants à l'Université de Mayotte. Donc, je vais vous le répondre très simplement. Ceux qui vous promettent le grand soir de la grande réforme institutionnelle, elle n'est pas encore arrivée. Qu'il y ait des évolutions qui puissent se faire. Oui, mais ça passera un moment par le Parlement. Donc il faudra notamment que tous les parlementaires, 2 sur 3 au moins, vous voyez, se retrouvent pour se mettre d'accord. On a déjà le travail de la Nouvelle-Calédonie que nous sommes en train de faire, et puis voir que ça n'est pas très simple. Mais nous travaillons ardemment avec Gérald Darmanin pour faire avancer les choses. Donc il n'y aura pas un nouveau front sur Mayotte qui sera ouvert. Ce que je vais vous dire simplement, on ne va pas ouvrir des fronts tous les jours, puis des réformes constitutionnelles, on n'en fait pas tous les 4 matins, pour parler très simplement. Le président de la République a dit qu'il était ouvert à des évolutions. Moi, mon travail, c'est quoi? C'est de voir un peu partout, dans tous les territoires ultramarins, quels seraient les éléments sur lesquels on pourrait bouger. Mais il faut que tout le monde me remette sa copie, qu'il y ait un accord. La copie m'a donné le président du conseil départemental, ça n'est pas qu'une réforme institutionnelle. C'est aussi, et il a raison, il faut faire du pratico-pratique. Comment il améliore la vie quotidienne des Mahoraises et des Mahorais? Vous savez, si je suis venu sur l'eau, c'est pour ce sujet-là. Tout à l'heure, je vais voir les chefs d'entreprise, c'est pour leur parler de développement économique. Pourquoi on ne peut pas, par exemple, aller faire plus de développement économique à Maurice? Parce que vous savez que c'est très fermé. Bon, bref. Moi, je vais trouver ces solutions-là. Ensuite, s'il y a une réforme institutionnelle, on verra comment on peut la réaliser. Mais je ne veux pas promettre quelque chose que je ne pourrais pas obligatoirement tenir. Vous avez bien compris. Je comprends. Sinon, le lien de confiance qu'on essaye de rétablir, il ne marchera pas. Vous allez tout à l'heure rencontrer les chefs d'entreprise. Beaucoup de ces entreprises souffrent à cause de la crise de l'eau. Des annonces leur ont été faites qui ne les ont pas satisfaites. Vous avez dans votre valise d'autres propositions et vous allez faire d'autres annonces tout à l'heure? Ils souffrent beaucoup. Parce que certains ont dû totalement arrêter leur activité ou partiellement arrêter leur activité. Et faire des investissements aussi. Et puis, du coup, l'investissement à la clé, et chômage partiel, et perte d'emploi. Qui dit perte d'emploi dit des drames humains derrière, perte de logement, des fois des familles qui se disloquent, enfin bref. Donc, vous voyez, pas plus tard que lundi, j'avais encore un échange avec le préfet pour voir comment on pouvait mettre en place un certain nombre de solutions. Nous sommes jeudi matin. Hier ont été arbitrées définitivement des mesures à Paris pour soutenir les entreprises. Et je leur annoncerai quand je les rencontre à la mi-journée. Je crois qu'on a été vite. Vous savez, souvent, on se plaint de l'État qui met des semaines et des mois à se décider, à avancer. Mais vous voyez, en 3 jours, on a été capable de trouver un arsenal de solutions. Et s'il y a encore des éléments complémentaires à trouver, s'il y a des situations particulières pour lesquelles ce que nous avons prévu ne fonctionne pas, je ferai en sorte qu'on puisse aboutir. C'est ça, vous voyez, d'être au plus près. Moi, j'essaye, dans ce ministère, d'agir comme je le faisais en tant qu'élu local ou chef d'entreprise que j'ai été toute ma vie. Essayer de voir comment, à chaque fois, on peut trouver la solution pour avancer. Vous allez revenir quand? Je reviendrai avant la fin de l'année, croyez-moi. Parce que j'ai plusieurs choses à regarder. Hier, on a fait un conseil de surveillance sur l'eau,
Vous avez vu, au conseil départemental, avec le président du département, bien sûr, tous les services de l'État, la presse était là. Tout le monde était là. Je voulais zéro filet, zéro protection. Je voulais que tout soit dit en transparence. Et on a tout dit en transparence. Et je crois qu'on a eu des beaux débats à un moment ou à un autre. Sur les usines de dessalement, sur les problèmes de distribution, bref. Il le faut, on doit cela. Parce que les habitants ils font quoi? Est-ce que ma situation s'améliore? Donc, pas leur dire que la situation va s'améliorer tout de suite, mais on est en train de tout faire pour qu'elle s'améliore durablement. Donc, je reviendrai constater sur les travaux que les choses sont bien faites. Je constaterai également où on en est dans les forages. Je veux lancer en plus une nouvelle campagne de forage à partir du mois de janvier 2024. J'irai moi-même voir cette fameuse usine de dessalement d'Ironibé si on a bien avancé sur le dossier. Vous voyez, tous ces éléments-là, on va surveiller cela de façon extrêmement régulière. Je vais vous faire une confidence. Quand je suis à Paris tous les jours, je regarde devant les Mayotte, tous les jours. Il y a des dépêches. Tous mes collaborateurs, naturellement, tous les services de l'État et le préfet en particulier, avec qui je parle très souvent. Parce que c'est l'exigence de réussir. Et on va réussir ensemble. J'implore les Mahoraises et les Mahorais d'être encore un peu patients, mais on va s'en sortir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, en fait, de nous donner un peu d'espoir. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je termine l'émission.